Voilà, me surveiller moi aussi, hein, dans ma gestion du temps. Donc, Marion, laquelle d'entre vous? Voilà. Marion au milieu, très bien. Donc Marion, vous êtes de la SBL Passage, vous êtes habitante pour Passage, et avec vous, on va un peu discuter de la question du care dans Calico. Catherine, voilà. Pour Angela D, donc ça sera plutôt la question du genre, et Louise pour parler de la maison de naissance et de mourance, en abrégé MNM, qui n'a évidemment absolument rien à voir avec Messi, Neymar et Mbappé, mais voilà, elle est lamentable, je suis d'accord, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. C'est en tout cas la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai lu dans le mail cette abréviation. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, avant de venir avec des questions un petit peu particulières, je crois qu'il est quand même intéressant de vous entendre toutes les trois sur une question aussi générale de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi d'habiter dans un tel projet d'habitat solidaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter candidate, à acquérir ou à occuper un logement là-dedans? Voilà, je sais pas, je propose Catherine, par exemple, oui. Ça marche, oui. Pour tout le monde. Pour moi, c'est un peu parti d'un constat de plusieurs années, quoi, où vivre dans un endroit en individuel avec mes enfants, donc, c'était pas suffisant. Il y a eu ce besoin et cette envie de partager, de mettre en commun l'énergie que ça implique. Et donc vous avez combien d'enfants avec vous? J'ai 2 enfants, un garçon qui va avoir 13 ans bientôt et une fille 11 ans. Voilà. Et vous êtes dans un logement de combien de chambres? 2 chambres. 2 chambres, ok. C'est pour qu'on ait une idée oui. un peu plus concrète. Louise ou Marion, c'est égal? Bonjour à tous. Pour moi et ma famille, nous sommes des expatriés. C'est un peu plus près. Oui, voilà. Nous sommes des expatriés, donc nous vivons loin finalement de notre famille et on s'est rendu compte que c'était important pour nous en tout cas de ramener l'intergénérationnel et de vivre à travers ces liens-là. Et voilà, c'est d'abord ce qui nous a plu et aussi la notion d'entraide dans l'habitat directement, le fait de pouvoir connaître ses voisins et pas seulement de tête, mais vraiment apprendre un peu plus à les connaître vraiment, à échanger et vivre un peu plus dans cette communauté de village, quelque part. Oui, ok. Trouver du vivre ensemble, y compris dans son logement. Voilà. Et vous êtes combien dans votre logement? On est 3 pour l'instant. 3. Pour un logement de combien de chambres? 3 chambres. 3 chambres, voilà. Louise? Bonjour tout le monde. Donc moi, j'ai abordé le projet Calico et donc passage dans Calico plutôt via le prisme professionnel à la base. Donc je suis sage-femme, mais depuis hier, je vis aussi au sein des bâtiments de Calico. Et donc, pour moi, en fait, vivre en collectivité, depuis que j'ai quitté chez mes parents, je vis en collectivité. Et donc, c'était assez évident que j'allais continuer à vivre de cette manière. Et donc, passer de la collectivité du type colocation à un habitat groupé, ça faisait tout à fait son sens dans mon cheminement de vie. Et voilà, passage pour 2 raisons, parce que je suis sage-femme et que je suis convaincue et porteuse du projet de la maison de naissance de MNM, que je vais vous expliquer plus tard. Mais aussi pour le fait de vivre ensemble
et de vraiment partager son quotidien avec les gens qu'on connaît et se sentir soutenu, aidé et pouvoir aider aussi tous les jours. Voilà, pas se sentir seul en ville. Ok, alors donc vous avez exprimé toutes les trois l'idée de vivre en collectivité, enfin en communauté avec d'autres personnes. Est-ce que avant de venir habiter dans Calico, vous aviez un logement? Oui, vous aviez un logement, mais est-ce que vous aviez un logement qui était correct, je veux dire ça comme ça, enfin, qui correspondait à ce que vous recherchiez en termes de taille et ce genre de choses-là? Oui, Catherine. Pour moi, c'est un peu particulier parce que. Oui, ça marche. Ouais. Non. On en a un réserve. Maintenant, ouais, voilà. J'ai vécu en France et je suis rentrée avec mes 2 enfants justement pour être plus proche de ma famille, pour avoir cette aide-là, parce que je suis seule avec eux. Et quand je suis arrivée, j'ai pas eu de logement, donc j'étais chez mes parents, logée par-ci par-là. Et c'était très 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 compliqué dans ma situation de trouver à Bruxelles un logement digne de son nom. Oui, ok. Donc il y avait, en tout cas chez vous, il y avait plus qu'une attente. Il y avait ça, enfin plus qu'une attente de vivre dans un projet. Il y avait tout simplement. Il y a une urgence aussi. Voilà, c'est basique d'avoir un logement. Exactement. Voilà. Oui. Est-ce que par ailleurs, enfin la question s'adresse à toutes les trois. Est-ce que donc vous avez exprimé ce côté d'habitat collectif. Est-ce que vous avez d'autres attentes dans le cadre de votre logement à Calico? Dans ce vivre ensemble, enfin en dehors de ce vivre ensemble? Donc, ce qui rejoint un peu la question que Catherine a déjà répondu, avoir un logement qui est décent et dans lequel on peut avoir de l'espace et qui est de bonne qualité. Voilà, moi, je quitte un logement qui ne correspondait plus à mes standards et donc avoir la possibilité en fait de vivre seul et de choisir de vivre seul aussi, c'était vraiment très important pour moi et pas forcément de manière financière devoir se mettre en couple ou vivre avec d'autres personnes. La réalité du logement à Bruxelles fait que c'est très compliqué de choisir de vivre seul et de pouvoir... voilà. Oui, donc pour vous c'est le côté abordable du logement, financièrement abordable. Financièrement abordable et ouais. de qualité et en collectivité. Voilà, ce que l'on peut offrir ici, effectivement. Oui, tout à fait. Ok. Alors pour le moment, les habitants sont accompagnés par des accompagnateurs ou des chargés de projet. On a vu Anne-Laure, il y a Sylvie, où est-ce qu'elle est Sylvie? Et voilà, Sylvie et Laura pour Passage et Angela D. Mais donc, cet accompagnement va se terminer dans un avenir relativement proche. Est-ce que vous pensez que vous avez en main, vous en tant qu'habitant, les outils pour pouvoir gérer la suite du projet et vraiment la vie du projet à ce moment-là? C'est un projet qui a été beaucoup porté par les chargés de projet avec la situation Covid aussi. Ça a été assez compliqué pour qu'on crée des échanges. C'était quand même toute une organisation pour former chaque personne à l'utilisation de Zoom ou autre. C'était quand même des expériences particulières. Et on s'approprie petit à petit notre appartement dans un premier temps. On aménage petit à petit avec les petits aléas qu'on a un peu tous en découvrant des nouveaux logements. Et puis on ouvre un peu plus aux espaces communs et aux espaces plus ouverts comme le jardin, mais il y a encore énormément de travaux. Donc ça reste très nouveau et je pense qu'on a encore besoin quand même d'être accompagné pour les mois, au moins l'année à venir, parce qu'ils sont au courant d'un tas de choses et petit à petit on prend la main, mais voilà, progressivement. Alors,
Oui, j'ai envie de préciser, donc sur les 2 ans et demi, il y a des habitants qui sont arrivés tout au début, il y a 2 ans et demi, et puis il y a toute une série d'habitants qui sont construits du projet. Donc ils sont arrivés par exemple il y a 6 mois, voire il y a 1 an, mais donc dans un contexte où les réunions collectives étaient extrêmement difficiles, voire impossibles. Donc on a quand même essayé de faire plusieurs choses, soit des rencontres en trinôme, donc une personne dans l'habitat d'Angela D, de passage du CLD, qui pouvait se voir ou s'appeler, voilà, c'était des premiers liens. Et puis il y a eu pas mal d'expérimentations, comme tu viens de dire, via Zoom, mais avec quand même aussi de grosses limites qu'il y a une bonne partie qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas Zoom sur un smartphone. Et alors, avec un smartphone, on arrive toujours bien à avoir quand même des images des gens et à faire fonctionner, mais c'est difficile de passer en plus du contenu. Et il faut ajouter qu'il y a aussi quelques personnes qui ne lisent pas le français, qui lisent d'autres langues, mais voilà, ça fait encore une complication pour la co-construction du projet collectif. Et donc c'est clair que là, on a pris du retard par rapport à ce qu'on avait anticipé quand on a construit le projet. Pour rebondir sur la question, il y a encore pas mal de choses à faire pour le collectif. Et les accompagnateurs seront encore présents Oui, alors normalement, l'accompagnement devait s'arrêter à peu près maintenant, ce mois-ci, le mois suivant. On demande des extensions de contrats, etc. On est en bon espoir de les avoir, mais tout ça encore fort incertain. L'idéal, alors si je veux vraiment en termes d'idéal, c'est de pouvoir accompagner de manière moins intensive, mais pendant 2 ans encore, parce que comme ça, il y a les réunions annuelles, on a pu en faire 1 ou 2, de copropriété, etc. Donc ça, voilà, c'est un cadre idéal, mais c'est souvent difficile d'arriver à ça. Donc 1 an, c'est de toute façon, dans un an, on pourra encore faire plein de choses avec les habitants. Si on arrive à le faire encore pendant 2 ans, c'est mieux. Et puis, s'ils peuvent nous appeler comme ça pour des questions très ponctuelles après, c'est encore mieux, quoi. Ok, donc la porte n'est pas fermée de votre côté. Non, certainement pas. Non, c'est ok. Moi, j'avais encore peut-être une dernière question à poser à vous 3. C'est une des caractéristiques de Calico est aussi liée au fait de disposer en dehors du logement d'espaces communs qu'il va falloir gérer en commun. Et donc quel est votre projet par rapport à ces espaces communs? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez identifié certains risques? Enfin, je veux dire, c'est toujours dans le cadre de lieux communs, dans le cadre de logements tout à fait classiques. Peut-être qu'au début, quand les gens aménagent, il y a une volonté d'utiliser ces espaces, et puis on sait bien que petit à petit, s'il n'y a pas une utilité directe et qui est définie sur ces espaces communs, petit à petit, ces lieux deviennent de moins en moins occupés et puis finalement sont reconvertis bien souvent avec d'autres affectations. Et donc, dans le cas de Calico, qu'est-ce que vous avez comme projet pour ces espaces communs? Je peux commencer. Ouais. J'ai envie de dire aussi qu'on est aussi dans les starting blocks. Donc on est en train de réfléchir sur comment et de quelle manière on peut occuper et puis utiliser ces 2 lieux. Après, il y a plein d'idées qu'on va pouvoir mettre en place, comme par exemple un lieu multimédia où il peut y avoir de l'écran et des imprimantes pour les habitants et habitantes. Une chambre pour quand il y a des invités pour pouvoir les loger aussi si notre logement est trop petit par exemple, puis pour l'utiliser pour faire de la cuisine ou juste nos réunions. Si on a besoin de se réunir, on peut se retrouver là, on n'est pas obligé d'aller dans l'appartement de l'un ou de l'autre. Puis aussi par rapport aux enfants, c'est super intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup dans Calico. Et l'idée d'en faire un lieu pour faire les devoirs ou aussi pour les enfants pour se retrouver, créer une bibliothèque, voilà, je cite un peu les choses et c'est là on est en train de mettre ces trucs-là en place.
Louise Marion, vous voulez rajouter? Ça, c'est pour un des espaces communs qui est entre autres dans la colonne d'Angela D. Et puis il y a un autre espace commun au rez-de-chaussée qui a été en majeure partie repris par Rezone. Oui. Donc, pour avoir participé au groupe CARE, c'est clair qu'on avait émis aussi beaucoup d'idées, mais qu'il y avait quand même des difficultés à envisager concrètement la gestion du lieu, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement, de temps, et puis il y a aussi des aspects financiers. Donc le fait qu'on puisse répondre à un besoin, en tout cas pour Eurozone, et qu'eux aussi répondent finalement à nos besoins, puisqu'ils sont dans la volonté de s'ouvrir au quartier, de mettre en place tout un tas d'activités, et ils veulent... En fait, on se rejoint énormément dans les idées de ce qu'on veut faire de cette salle commune. Et actuellement, on peut dire qu'ils nous ont énormément aidés en quelque sorte, parce qu'ils ont déjà tout aménagé, chose qu'on est loin d'avoir fait dans les autres espaces communs, puisqu'on est en train d'aménager nos propres logements. Oui, donc la présence de Rezone, c'est plutôt rassurant. C'est une grande et ça donne des perspectives d'avenir par rapport à ces... Et ça nous aide déjà à construire le collectif, puisqu'on peut déjà se réunir dans cet espace, s'installer, boire un café, préparer déjà de la cuisine. C'est une belle opportunité. Mais on peut peut-être rester avec vous sur la question du CARE. Est-ce que vous pouvez expliquer tout simplement, quand on parle beaucoup du CARE dans le cadre de Calico, mais qu'est-ce que c'est concrètement que ce projet CARE dans le Calico, et pourquoi il est important de l'intégrer à la question du logement? En quoi est-ce que ça peut être lié? Le CARE, c'est la manière de porter attention aux autres, d'une attitude bienveillante, à travers des gestes, des paroles. Le fait de l'intégrer dans le logement, dans l'habitat, ça a toute sa place, parce que c'est direct, c'est accessible. C'est la proximité qui fait que on est tout de suite un peu plus alerte pour veiller au bien-être de chacun, que ce soit physique, ça peut être donner un coup de main, mais ça peut être aussi juste une parole encourageante pour un moment où c'est un peu plus difficile pour certains, où c'est plus facile de vivre comme ça dans le quotidien, c'est plus concret. Okay. Et alors vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez dans le comité CARE. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est que ce comité CARE? Quelle est votre expérience là-dedans? À quoi il sert? Donc ça nous a permis dans un premier temps d'apprendre à nous connaître, de se rencontrer, d'échanger, de se projeter aussi sur ce vivre ensemble, qu'est-ce qu'on allait faire de ces espaces, qu'est-ce qu'on envisageait comme activité. C'était une première approche en fait, pour voir un peu quoi, et ça, finalement on a beaucoup avancé, on a fait des pas en avant, des pas en arrière, mais c'était intéressant de se mettre en travail en fait, de déjà amener un petit peu des réflexions et peut-être d'évoluer dans sa façon de voir le logement et de mieux appréhender en tout cas notre arrivée. Ok, merci. Catherine, pour Angela D. Alors, Angela D, c'est une SBL féministe. Et donc, ma première question, elle va être toute simple. Dans le cadre d'un projet logement comme Calico, quel est l'intérêt d'un logement qui se revendique comme féministe? Enfin, toute simple. Oui, c'est pas si simple. Formuler ça. Puis il y a le logement féministe qui est là, puis il y a aussi l'aspect lecture féministe du projet. Puis globalement, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on est dans un projet
innovateur, qu'on est libéré par les mécanismes de domination ou les systèmes d'inégalité. Donc déjà là, c'est important d'aller étudier et regarder où ça surgit dans ce genre de projet. Après avoir ce logement, donc ce bloc de logement féministe, je vois que c'est important parce que ça donne de la visibilité. Donc, ah oui, il y a une association féministe là-dedans, ok, pourquoi et pourquoi pour les femmes? Et donc, ça permet aussi de montrer que par exemple, dans la précarité, le genre est un facteur aggravant, quoi. Donc, ça permet d'en parler, d'ouvrir la parole. Puis, plus généralement, je crois que si on veut vraiment changer les choses, donc aller vers une égalité, on a besoin de cette analyse féministe pour mettre à jour là où c'est encore dans les inégalités, et puis les inégalités qu'on ne s'en rend même pas forcément compte. Et pareil, quand on le transpose sur le projet Calico, ça nous permet de voir, ah oui tiens, est-ce que la décision qui a été prise ou les décisions qu'on va prendre, si on le passe au crible du féminisme ou qu'on se pose ce genre de questions justement sur l'égalité, pour voir, là, on n'était peut-être pas totalement dans une dynamique de l'égalité du genre. Et puis, après, si on ne prend pas ça en compte, on nie un peu la moitié de notre population. Et puis, dans Calico, ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc, si on ne pense pas avec cette idée féministe, on nie aussi une grosse partie des habitants. En gros. Et dans votre parcours de vie jusqu'à présent, avant d'arriver à Calico, est-ce que votre genre a affecté ou pas votre relation par rapport au logement? Est-ce que ça a été plus compliqué en tant que femme? On m'a jamais refusé un logement parce que j'étais femme. Puis j'ai aussi mes privilèges, je suis blanche, je parle bien français, flamand, puis j'ai fait des études universitaires. Mais ça m'a quand même impacté, mais plus c'est la situation, en fait, ma situation qui est liée à mon genre. Parce que je me retrouve maman solo, donc famille monoparentale, mais on sait que 80% des familles monoparentales sont des femmes. Donc il y a ça. Quand on est solo, maman solo, on vit à 3, et moi je vis à 3 sur un salaire. Quand on regarde l'accès au logement et puis les loyers, je sais pas, c'est presque plus possible de trouver, même juste trouver. Après, il faut encore avoir l'accès, quoi, parce que même dans une vie, quand on gagne 2 000 € par mois et il faut payer un loyer de 1 500 € parce que c'est ça à Bruxelles pour avoir un 3 chambres, parce que mes 2 enfants commencent à devenir ados, c'est pas possible. Donc oui, dans ce sens-là, mon genre m'a affecté mon lien au logement. Oui, ok. Alors j'ai peut-être encore une dernière question. Dans le cadre de tout le travail qu'a fait Angela Day, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très original, c'est que, entre autres, c'est qu'ils ont fait toute une série de formations avec les futurs habitants. Et est-ce que parmi cette démarche-là, de ces formations, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, intéressé? Par marqué, c'était la dernière sur les violences domestiques, violences conjugales. Oui, marqué. Puis et puis c'est important aussi qu'on puisse en parler dans le cadre de Calico, parce que comme je disais au début, c'est pas parce qu'on est dans un projet novateur qu'on est libéré
choses qui existent quand même dans ce monde, et puis beaucoup. Donc il y a ça. Et après, toutes ces formations de sensibilisation, ça permet quand même l'empowerment, comme on dit, la prise de conscience, puis pour pouvoir juste parler de ce qui se passe. Oui, j'imagine que si vous venez toutes dans le cadre d'un projet féministe, vous avez toutes des histoires qui sont aussi différentes, et que ça c'est aussi important de pouvoir s'entendre l'une l'autre par rapport à ça. Ben, pas que dans le... Parce que la formation est ouverte aux autres, et c'est pas que entre nous, c'est justement pour en parler, et puis pour pouvoir réagir adéquatement avec tout le monde, quoi. Merci Catherine. Louise, alors cette maison de naissance et de mourance, qu'est-ce que c'est? Comment... Et donc, ce que Passage appelle M&M, et qui ne fait pas référence aux joueurs de foot, mais qui fait plutôt référence à Maison de naissance mourance, c'est l'entité du projet Passage qui correspond aux deux maisons, et donc à l'opérationnalisation des soins, donc au sein de Passage, parce qu'il y a vivre ensemble, mais il y a aussi accueillir des gens qui reçoivent des soins, et ça se fait de manière professionnelle, opérationnelle. Et donc, comme vous l'avez vu sur le flyers, ces deux maisons se trouvent au rez-de-chaussée, maison de naissance, maison de mourance, et l'habitat groupé se trouve donc au-dessus, dans les étages. Et voilà. Donc ça représente vraiment ce qui est l'accueil des familles qui attendent, qui ont un désir d'enfant ou qui attendent un enfant, et pour les personnes en fin de vie qui désirent mourir à Passage. Alors on pourrait très bien avoir une maison de naissance et une maison de mourance de manière totalement indépendante l'une de l'autre, et même totalement indépendante d'un complexe de logement. En quoi le fait que c'est ensemble et au sein d'un logement, quelle est la plus-value de ce montage-là? Qu'est-ce que ça donne en plus? Donc en fait, l'idée et l'intuition du projet Passage à la base, c'est vraiment de pouvoir, c'est de proposer de remettre des moments forts de la vie au sein même de celle-ci, donc au sein du quotidien. Donc naître, mourir, je vous le cache pas, c'est nos plus grands moments de transformation, c'est nos plus grands passages de vie. Et dans ces moments-là, la présence de notre entourage, de notre communauté, la présence bienveillante d'un réseau est primordiale. Donc on n'attend pas un enfant tout seul, on ne meurt pas seulement seul. En tout cas, on ne le souhaite à personne. Voilà. Les personnes qui vivent dans l'habitat groupé sont porteuses du projet et sont convaincues par le sens de pouvoir accueillir ces moments de vie. Et on parle de naître et mourir, mais il y a aussi tout plein d'autres moments forts de notre vie. Et l'intuition de Passage, c'est de pouvoir les vivre ensemble, avec un support, un soutien, un réseau qui est là. Et concrètement, comment ça se passe lorsqu'on vit là? En fait, on s'investit à sa façon. Que ce soit passer du temps avec les bénéficiaires, les familles, que ce soit passer du temps à donner un petit coup de main, que ce soit participer à des réunions organisationnelles, que ce soit apprendre, transmettre. Voilà, c'est simplement être témoin des passages de vie. Donc, on vit là en étant convaincu que voilà, qu'on peut faire ça ensemble. Ok, merci. Alors je crois que le moment est un peu venu
de vous passer la parole. On a déjà entendu beaucoup de choses, j'en vais en oublier, mais diversité, intergénérationnalité, accessibilité financière au logement, et être reconnu dans ces différences, ce genre de choses-là. Voilà, mais je vous propose quand même une petite dizaine de minutes d'échange avec vous dans la salle, et si sans doute on peut en soi se passer le micro, je vais quand même vous demander d'attendre le micro, parce que au niveau de la traduction, eux ne nous entendent pas si on parle sans micro. Présentez-vous aussi sommairement. Qui est-ce qui veut poser la première question? C'est toujours la plus difficile. Voilà. Je suis François quand même. Oui. Mon nom est Sophie Leck, je suis coordinatrice générale de l'ASBL Maison Bilobahuis, qui peut-être sans doute d'entre vous connaissent, qui est un habitat solidaire mais autonome pour des personnes âgées À Scarbeck et qui sont tous des logements sociaux. Donc on a 15 logements sociaux à la Maison Bilobahuis. La Maison Bilobahuis, elle fonctionne maintenant depuis 5 ans. Et donc ça nous permet, avec le recul, de faire un peu un bilan du fonctionnement. Et ce qui apparaît, c'est quand même le besoin d'accompagner encore et toujours les habitants au niveau de la cohésion sociale et au niveau du vivre ensemble. Alors, peut-être que la différence avec le projet Calico, c'est qu'il n'y a pas le facteur intergénérationnel qui joue. Mais nous, enfin, voilà, moi je voudrais savoir comment vous voyez ça dans le futur, parce que au niveau du financement, chez Biloba, on a un financement, on est subsidié pour le centre d'accueil de jour qui est là, qui est pour les habitants, mais pas que, qui est ouvert au quartier. Donc on a beaucoup de seniors du quartier qui viennent de chez nous. Et donc on a un mini-financement de Iris Care pour ce centre d'accueil de jour, mais on n'a pas d'autres subsidiations. Et clairement, l'accompagnement des habitants dans leur vie quotidienne, dans leur vivre ensemble, est quelque chose qui nous semble devoir être financé aussi, parce que ça ne se fait pas tout seul et ça a besoin de mettre de lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui accompagne régulièrement et pas juste dans la phase de projet. Donc j'étais intéressée quand madame me disait oui, on espère encore avoir du subside pour être là encore quelques mois. Mais moi je dirais c'est même, ça me semble être une nécessité de permanence. Ce n'est pas quelques mois encore. Ou alors ça va être miraculeux chez vous et je le souhaite, mais ce que nous on constate, c'est que cet accompagnement des habitants, il est nécessaire et donc il doit être imaginé. Et il y a un financement qui doit être là aussi derrière. Donc la question de l'avenir, de la pérennité du projet, quand même peut-être dire aussi en complément de ce que vous avez dit, que la particularité de Biloba, c'est que c'est des logements sociaux, mais que les personnes qui sont rentrées là-dedans, dans ces logements sociaux-là, ont fait une démarche volontaire d'être candidates. Et il y avait, en tout cas, il n'y a pas eu de respect strict de la liste d'attente, il y a eu une dérogation par rapport à la liste d'attente de la SLRB en fonction de la qualité du projet. Il faut savoir que les gens qui arrivent chez nous, ils ont d'abord besoin d'un logement. Oui, ok, donc c'est d'accord. Le besoin du logement est la motivation principale par rapport au projet. C'est ça que vous expliquez. C'est pour la traduction. Mais voilà. Oui, Anne-Laure, sans doute. Oui, merci pour votre intervention. En effet, oui, je terminais un peu par là. Alors, avec une nuance quand même grande qui est, pour moi, ce qui est super important, c'est dans l'accompagnement de donner des outils pour que les habitants soient autonomes après. Donc maintenant, c'est de prendre le temps de donner des outils
d'apprentissage de prise de décision collective, de comment on conduit une réunion ensemble, comment on peut fonctionner avec des petits groupes et puis remettre l'information dans le grand groupe, etc. Et ça prend du temps. Enfin, pour certains, ça prend pas beaucoup de temps, et puis pour d'autres, ça prend beaucoup de temps, mais ça prend de toute façon beaucoup de temps pour que tout le monde s'aligne et soit d'accord sur le même mode de fonctionnement. Après, le pari, c'est quand même qu'une fois que tout ça est bien installé, les chargés de projet, les accompagnateurs ne soient plus que sollicités en fonction des besoins, en fonction des demandes. Et là encore, pour moi, l'idéal, c'est si on est suffisamment bien installé, si en effet il y a encore des chargés de projet qui sont peut-être sur d'autres projets, mais qu'on peut ressolliciter parce qu'on sait qu'ils sont là, qu'ils peuvent donner un coup de main, c'est beaucoup plus confortable et pour les habitants et pour les chargés de projet. Et alors, dans ce projet de Calico, il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a tout ce niveau de vivre ensemble, et puis il y a tout niveau aussi d'entretien du bâtiment, de copropriété. C'est un peu technique parfois aussi. Et ici, on est dans un beau mélange où il y a plein de locations, où il y a des propriétaires qui sont pour la première fois propriétaires. Et voilà, tout ça aussi, ça demande beaucoup d'accompagnement. En effet, ça se fait pas en 6 mois. Et puis la réception du bâtiment, ça prend aussi beaucoup de temps. Voilà. On sent bien que la question du financement, c'est une des clés quand même de la réussite sur le moyen long terme de Calico, avec une seule certitude, c'est que le financement européen, lui, il est terminé, il s'arrête et il n'y en aura pas d'autre par rapport à ceci. Quelqu'un d'autre? Une deuxième? Ah ben voilà. Oui, bonjour, Muriel Van der Ginst. Je travaille actuellement au logement Molenbeekois, mais j'étais au départ du projet Biloba pour son montage au foyer Scarbeekois, et j'étais à Logement pour tous au moment du montage de Calico. Donc j'ai vraiment pu participer au démarrage de ces deux projets. Et effectivement, il y a certains points communs, mais aussi des autres différences. Donc je pense que dans le montage de Calico, ce qui fait toute la plus-value et la richesse, c'est ce que tu viens de dire, alors c'est la mixité des différents publics, avec des propriétaires, avec des gens d'âge différents, d'origines différentes. Et donc, je pense, avec le recul de Biloba, qui lui, effectivement, en termes d'accompagnement, n'a pas donné les résultats espérés en termes de vie commune et d'emploi des espaces communs comme on l'avait pensé au départ, que ce sera très différent à Calico parce qu'il y a cette mixité et qu'on entend les personnes qui vivent déjà maintenant avoir la volonté de faire vivre ce lieu de manière tout à fait collective, ce qui était effectivement différent pour les personnes qui cherchaient en premier lieu un logement au démarrage de Biloba. Donc je pense que la plus-value de Calico, c'est vraiment de pouvoir apporter cette mixité qui n'est pas là dans le logement social. Enfin, moi j'encadre 3300 logements sociaux à Molenbeek. On a 3 équivalents temps plein assistance sociale. Donc la question du financement, de l'accompagnement, elle est très cruciale, mais de manière transversale dans tout le secteur. Donc il faut réfléchir à des moyens de passer de témoin aux habitants des logements. Réfléchir en termes d'accompagnement permanent avec un cadre d'accompagnement vraiment très important. Je crois que c'est intéressant de le voir sur des projets particuliers, mais il faut surtout en tirer ce qui peut être appliqué de manière beaucoup plus light et moins coûteuse sur le long terme dans l'ensemble des parcs de logements sociaux où les choses ne vont pas vraiment très bien pour le moment en région bruxelloise. Merci. Ok, merci Muriel pour ce commentaire croisé. Non, alors écoutez, je propose qu'on en reste là. On a rattrapé une petite partie du retard. Il est 35. Si au lieu d'une demi-heure de pause, on va en faire 20 minutes. Hein 11 heures. Si on dit 20 minutes, de toute façon, c'est 25. Donc on va dire 11h moins 5. Voilà. Non, je ne peux pas. Et j'ai juste une petite annonce à faire. Merci de laisser les boîtiers de traduction dans la salle. Ne sortez pas de la salle avec. On va essayer d'installer un projecteur entre temps, sinon vous aurez des polycopies de la présentation de la VUB. On s'adapte comme on peut. Merci.